Bonjour à tous. Merci d'être présents déjà nombreux à cette séance organisée un peu spontanément, répondant surtout à une volonté d'entraide de nombreux professionnels de musées français à l'égard de leurs homologues ukrainiens. Nous écouterons ce soir nos collègues d'Ukraine, ceux ou plutôt celles qui ont réussi à se connecter. Leurs noms peut-être vont s'afficher à l'écran. Merci d'être là. Nous avions convié également notre collègue Taras Wozniak, directeur général de la Galerie nationale des arts de Lviv. Il ne nous a pas rejoints, mais il nous a laissé un message qui est un message de désarroi, je vous le lis. Il dit « Vous ne pouvez pas vraiment nous aider, en temps de guerre, tout est guerre. La seule chose que vous pouvez faire est d'influencer vos gouvernements pour fermer l'espace aérien de l'Ukraine. Désolé de cette sincérité, dit-il. » Je vous livre son message parce que nous comprenons sa détresse. En même temps, notre inquiétude en tant que professionnels de musée est vive concernant l'intégrité du riche patrimoine culturel ukrainien. La déclaration conjointe ce matin des ministres européens de la culture rappelle les dangers, les dommages auxquels il est confronté, ce patrimoine. Et les ministres surtout affirment leur soutien aux institutions culturelles pour accueillir les professionnels de la culture. Ce soir, nous aussi, nous voulons être concrets. C'est pour ça que nous avons organisé cette session un peu activement, vous le savez tous. Le concret, c'est voir ce que nous pouvons faire ensemble, ici en France, pour aider à la protection des collections et de leurs professionnels. Et parler concrètement des musées et monuments ukrainiens, les faire mieux connaître du public, pour qu'il soit aussi dommageable que possible de les détruire. Nous partagerons avec nos collègues ukrainiens sur ce que nous faisons déjà. Nous, c'est ceux qui sont présents sur cette plateforme aujourd'hui, nous, les ONG, ICOM et ICOMOS, qui sont liés à l'UNESCO, les directeurs des grands organismes de recherche et de formation, je pense que là aussi, leur nom peut s'afficher à l'écran, s'il vous plaît, les associations professionnelles représentatives des musées, Bouclier Bleu France, la Fédération des conservateurs-restaurateurs, des grands musées déjà très impliqués, Pompidou, Mucem, Rouen ou Universcience. J'ai vu que leur directeur était déjà avec nous dans la salle, le ministère de la Culture français, bien sûr. On évoquera avec Charles Personnaz l'action forte et immédiate d'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Mon homologue d'ICOM Piotr, le président d'ICOM Piotr Rybson, d'ICOM Pologne, doit être dans la salle avec nous. Je ne le vois pas, mais j'espère qu'il est là. Il le souhaitait. La Pologne accueille, vous le savez déjà, 1 million de réfugiés et vient en aide au personnel de musée qui sont déjà sur place. Nous l'entendrons s'il le souhaite. Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation. Vous voyez la liste des gens qui ont prévu d'intervenir. Cela ne laissera pas beaucoup de temps à chacun, mais il importe que tous les acteurs puissent s'exprimer. Nous avons 1h30 à passer ensemble. Je remercie Ariette Bond, notre interprète, qu'on a prévenue au tout dernier moment et qui est là juste pour 1 heure. On l'a prévenue trop tard. Les prises de parole que nous allons proposer ce soir ne sont pas hiérarchisées, elles sont fonction des possibilités de certains et de l'interprétation pour que nos amis ukrainiens puissent s'exprimer devant vous. Avant de leur passer directement la parole, je demande à Sophie Delepierre, qui représente ICOM International, de délivrer un message et tout de suite après, on passera la parole, si vous le voulez bien, à Angelina Zabitska, qui est secrétaire culturelle du musée Andrei Sheptytsky à Lviv et qui est avec nous ce soir. Sophie Delepierre, Sophie est avec nous. Est-ce que, Sophie, vous voulez bien vous exprimer au nom d'ICOM International? Oui, bien sûr, Madame la Présidente d'ICOM France, chère Juliette, merci beaucoup. Et de cette initiative et de nous inviter à cette table. Je ne serai pas trop longue parce que moi aussi, j'ai hâte d'entendre les panélistes
et voir ce qui est aussi fait de leur côté. Voilà, vous m'avez demandé de prendre rapidement la parole sur certains points, et notamment sur ce qui est fait au niveau d'ICOM international. Moi, je commence à voir certaines personnes dans la salle, donc, et je vois que je suis déjà aussi en lien avec certaines personnes dans la salle, donc excusez-moi pour ceux pour qui je vais me répéter, mais voilà, nous, ce qui était important à l'ICOM international, et surtout dans le département protection du patrimoine, c'est bien sûr, il y a la déclaration du 24, mais il y avait eu un travail avant ça, évidemment. C'est depuis décembre, janvier. Il y avait déjà eu certaines actions de notre part, puisqu'on voyait malheureusement l'approche on le craignait, évidemment, on espère que ça n'y arrive pas, mais voilà. Donc, on a pu réagir rapidement le 24, également parce qu'il y avait eu tout un travail qui était anticipé avant cette date. Pour revenir à la déclaration, il était important pour nous de condamner fermement, c'est vrai, mais avec des mots très clairs, très clairs, très mesurés, très pondérés, en ligne avec ce qu'avaient pu faire certaines agences des Nations Unies, mais pour que justement les professionnels du patrimoine et de l'ICOM se retrouvent dans cette déclaration. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, les points principaux de cette déclaration sont une condamnation ferme, évidemment, mais aussi les risques qui pèsent. Alors, souvent, on parle des risques qui pèsent sur le patrimoine, mais on a voulu aussi mettre en avant, parce que c'est une guerre, les risques qui pèsent sur le patrimoine, sur le personnel des musées. Avant aussi, évidemment, le patrimoine culturel. On en parle souvent des pertes inestimables des objets, les pertes humaines et les pertes de connaissances sont aussi, pour nous, irremplaçables. Donc ça, c'était important pour nous. Les rappels des conventions internationales, notamment 54, cela va sans dire. L'inquiétude de la communauté muséale dans son ensemble, l'encouragement à faire tout ce qui est possible. Parce que c'est aussi, même en temps, c'est pas forcément facile à dire, mais dans des temps comme ça, c'est aussi encourager tout ce qui est possible de faire au niveau national pour protéger les collections, une fois que leur propre sécurité est possible. Et on l'a vu certains dans la presse, où certains se sont exprimés sur ce sujet en disant, voilà, moi j'ai un personnel extraordinaire et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant des heures, même nocturnes, ou rester dans leur musée pour protéger. Et je pense que ce genre de choses est à souligner, de faire preuve d'un tel courage. Ensuite, voilà, donc on voulait rappeler ça également, le rappel des outils existants, parce qu'il y a aussi un manque aussi sur tout ce qui est gestion des risques, plan d'urgence, manuel. Donc, on a aussi essayé de rapidement mettre à disposition tout ce qui était possible et pratique, même au-delà de ce que fait l'ICOM. Et évidemment, rappeler la possibilité qu'a l'ICOM de travailler au niveau de la coordination internationale. Alors, cette déclaration a été largement reprise dans le réseau, en tout ou en partie, signe en tout cas à tout le moins qu'il y avait une certaine appropriation, un certain ralliement des musées autour de cette position commune, largement partagée. Et là, ce qui était aussi intéressant, c'était que ces prises de position, c'était même le comité national qui l'a demandé. Donc, en cela, on répondait immédiatement au comité national de l'ICOM de prendre position. Et le fait qu'il y ait ce ralliement derrière la déclaration ICOM a été largement apprécié, il me semble, de ce que j'ai pu comprendre, par le comité national. En plus de ces prises de position publiques, il faut noter ensuite l'extraordinaire mobilisation, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, du réseau mondial, avec plusieurs types de mobilisation, que ce soit des expositions, du monitoring de situation, des propositions d'aide, et je n'en cite que quelques-unes, et certaines personnes qui sont ici autour de nous aujourd'hui, je reconnais les noms qui se sont d'ailleurs portés volontaires ou qui ont proposé leur aide. Et ça, je trouve ça tout simplement extraordinaire. Mais cette mobilisation muséale n'est évidemment pas celle que de l'ICOM. Ça, je maintiens également. Le réseau ICOM a une certaine force, mais il n'est pas seul. Et en ça, je voudrais souligner par exemple l'organisation Nemo qui nous a contactés et qui a souhaité demander notre support et solliciter notre réseau pour faciliter la diffusion de leur appel, de rassembler toutes les informations utiles sur les initiatives en cours dans le secteur muséal. On a apporté notre support à cet appel, on a simplement demandé à Nemo de permettre dans leur formulaire ou dans leur questionnaire que les gens qui veulent leur faire connaître leur initiative puissent le faire aussi de manière privée, c'est-à-dire que certaines initiatives, surtout en période de guerre, ne sont pas forcément publiques. En tout cas, ont besoin d'un certain
temps de discrétion. Donc voilà, on a simplement demandé à Nemo que ceux qui veulent participer à cette communication de leur initiative puissent avoir le choix de laisser ça ouvert public ou de fermer pour le moment. Et ça, pour nous, c'est aussi important. Ensuite, finalement, à côté de cette mobilisation muséale, il y a la mobilisation internationale. Et là, je voudrais simplement rappeler également le rôle en tant qu'organisation internationale de l'ICOM en lien avec ses partenaires institutionnels. Nous avons déjà été contactés à plusieurs reprises par l'UNESCO, par exemple. Vous avez cité l'ALIF, qui vient également aujourd'hui, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, j'ai vu le press release de l'ALIF qui met à disposition aussi un fonds assez important pour l'Ukraine, et en ça, c'est aussi la façon de se mettre dans toutes ces initiatives, et voilà, c'est très bien. Ensuite, une réunion extraordinaire du Blue Shield, du board du Blue Shield, dont l'ICOM fait partie, avec ICOMOS, ICA, IFLA. Là aussi, certaines décisions et propositions ont déjà été faites au niveau du Blue Shield. Bon, je sais que il y a une intervention de Blue Shield de France un peu plus tard, donc je ne vais pas en parler plus avant. Voilà, toute cette mobilisation aujourd'hui, et je pense que une réunion comme aujourd'hui est importante. Pourquoi ? La mobilisation est impressionnante, mais aujourd'hui, il y a 2 points à souligner importants. Et vous le savez déjà. Il faut de la coordination dans cette mobilisation, parce que c'est vrai que pour l'instant, on sent cette envie d'aider, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très disparate. Donc, il faut de la coordination, et surtout, et on le dit moins, mais il faut que cette mobilisation, elle dure dans le temps, parce que c'est probablement quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de médiatisation, ça date de pas si longtemps, donc voilà, tout le monde est prêt à aider et c'est très bien, mais à nous aujourd'hui, en tant qu'organisation, de coordonner tout ça pour que cette mobilisation dure le temps que nos collègues ukrainiens aient besoin. Et j'en termine sur ce point, parce que voilà, j'ai hâte moi aussi d'écouter nos collègues. Je termine sur ce point important. Vous avez déjà signalé il y a quelques minutes un message d'un collègue un peu sec, mais que je comprends également. Il faut être à l'écoute de nos collègues. C'est-à-dire qu'on est de bonne volonté, c'est très bien. On a envie de proposer beaucoup de choses, c'est très bien. Il faut coordonner, c'est très bien, mais il faut surtout voir ce dont eux, ils ont besoin. Et c'est en les écoutant qu'on pourra leur donner ce qu'ils ont besoin. Si aujourd'hui, ils ont nous dit dans un premier temps, il faut de la visibilité sur ce qui se passe, il faut du lobby et il faut mettre en avant le patrimoine ukrainien. C'est ça dont vous avez besoin, c'est ça que vous aurez. Si demain, ils souhaitent autre chose, propre aux collections ou propre aux professionnels, nous nous adapterons à leurs demandes et nous leur offrirons à ce moment-là ce qu'ils souhaitent également. Donc, en ça, je termine sur ce point. Je vous remercie une nouvelle fois de votre initiative de nous rassembler ce soir. Et voilà, nous restons évidemment, ICOM International, à votre entière disposition. Et sachez que nous travaillons beaucoup, évidemment, sur ce dossier en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci de ce message précis, clair, engagé. Restez avec nous toute la soirée. Vous le savez, on a relayé, nous, à ICOM France, immédiatement les initiatives d'ICOM à l'international. Et vous savez aussi que nous avons invité ce soir d'autres organisations, d'autres ONG. Nous sommes heureux que ICOMOS soit dans la salle, que ALIF soit dans la salle. Je voudrais aussi saluer, parce que j'ai aperçu son visage, Luis Raposo, le président d'ICOM Europe, parce qu'ensemble, nous avons réagi immédiatement pour allier tous les ICOM nationaux d'Europe dans un communiqué, dans une mobilisation commune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se retrouver ce soir et qu'en décidant un vendredi après-midi de nous réunir, eh bien, on arrive à rassembler finalement 150, presque 160 participants ce soir qui tous ont quelque chose à dire. Merci Sophie d'avoir rappelé que ce qui est important, c'est qu'on écoute nos collègues ukrainiens. Et je salue Katarina Chouyeva, la présidente d'ICOM Ukraine, qui a réussi à rentrer dans la salle avec nous et qui va s'adresser à nous tout de suite. Je voudrais peut-être, dans l'organisation du débat, je l'ai dit, on ne va pas avoir forcément des prises de parole très hiérarchisées, parce qu'organiser un petit peu au dernier moment, il y a des gens qui peuvent être là
plus tôt et d'autres qui ne peuvent pas être là plus tôt. Donc, je tiens compte des contraintes des uns et des autres. Et s'il en est d'accord, je voudrais passer tout de suite la parole à Éric de Chassey, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art en France, parce que je sais que son agenda est serré et contraint et qu'il devra nous quitter avant 18 heures. Éric de Chassey, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Et je passerai la parole juste après à notre collègue ukrainienne Anastasia. Éric, est-ce que je peux vous passer la parole? Je préférerais que notre collègue ukrainienne parle d'abord. Je crois que mon assistante a été un peu affolée, mais tout va bien. D'accord. Donc, alors je passe la parole à Anastasia, pardon, excusez-moi, à Angelina Zabitivska. Je rappelle, Angelina, que vous êtes la secrétaire culturelle du musée Andrei Sheptytsky à Lviv. Merci d'être avec nous. Angelina, vous pouvez parler en anglais. L'interprète se chargera de traduire vos textes. Je vous passe la parole. Okay. Okay. Good evening. Do you hear me? Très bien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Est-ce que les interprètes entendent? Oui, les interprètes entendent. Allez-y. Allez-y. Deuxième casque. Il faut qu'elle ouvre son micro. Prenez votre micro. Son micro est fermé. Le micro. Votre micro est fermé. Can you hear me? OK. Vous m'entendez? Oui. Can you hear me, please? Not yet. Not yet. Nous, on vous entend. L'interprète n'entend pas. Can you hear Si, me? si, l'interprète entend. L'interprète entend. Vous pouvez y aller. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. I can go. So we are grateful for the Nous initiative sommes reconnaissants de cette initiative du Comité national français de l'ICOM de tenir cette session Zoom en solidarité avec l'Ukraine. Vous exprimez du soutien et un désir réel de vouloir apporter du soutien au musée de l'Ukraine dans les situations dans lesquelles on se retrouve. Je représente le musée national Andrei Sheptytsky de Lviv, qui est un des plus grands musées d'art de l'Ukraine. Nos actions au musée sont destinées à la révolution ukrainienne avec de l'art ancien chrétien issu de l'Ukraine. Notre musée à Lviv a 7 localisations où se situent des expositions et des repositoires. Depuis le premier jour de la guerre, en tout cas, on n'était pas préparé. Et le premier jour de guerre, toutes les collections étaient encore exposées. À partir de ce jour-là, on a commencé à démanteler nos expositions. Ce travail est presque terminé. On a rangé toutes les pièces pour les stocker dans les zones et les sites sécures. Les repositoires sont maintenant surstockés d'objets. On a reçu de l'aide avec l'emballage et les matières de conservation de la part des bénévoles du Musée national de Stockholm. Beaucoup de musées polonais ont aussi proposé de l'aide. Parmi les défis fondamentaux auxquels on fait face, tout d'abord, on doit sécuriser les conditions de contrôle climatique avec des équipements additionnels. Les équipements sont limités. On a besoin de machines déhumidifiantes. On a besoin de déhumidifiants de l'air. Les appareils actuels du musée ne peuvent pas répondre à la capacité accrue. Certaines collections sont maintenant en sous-sol pour leur protection. Le deuxième défi est plus politique. On est au 15e jour de la guerre. On fait face à un ennemi barbarique qui cherche à détruire notre liberté, notre identité et notre culture. Les villes restent sous risque constant de bombardement, sont ciblées par des roquettes.
qui détruisent complètement de l'infrastructure et des bâtiments. Les villes sont enveloppées dans les flammes et sont en danger. L'ennemi s'en fiche des civils et cible des hôpitaux, des crèches, des musées. La tâche la plus importante maintenant, en tant que musée, est de demander cette zone anti-vol pour que les bombardements puissent s'arrêter. C'est un message très important dans mon discours. On a besoin de solidarité. ICOM devrait soutenir l'Ukraine dans son appel de fermer le ciel de l'Ukraine. Merci. Merci, chers collègues, de votre appel à l'aide sur la protection des collections. Vous avez commencé par parler de la déshumidification et on entend aussi votre message politique. Est-ce que notre amie Katarina Chouyeva, présidente d'ICOM Ukraine, veut intervenir à ce stade de la discussion, ou est-ce que je passe la parole Katarina, vous êtes avec nous? Dear colleagues, thank you. Chers collègues, merci beaucoup pour cette invitation, pour cet événement et pour cette réunion. Je m'excuse de l'arrière-plan noir. Nous n'avons pas de possibilité de nous éclairer. Actuellement, on doit rester dans le noir. Ceci est à cause du risque de bombardement. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à toute la communauté internationale pour votre soutien. C'est une situation inédite pour nous. On essaye maintenant de gérer la situation. Honnêtement, on n'était pas tout à fait préparé. Bien sûr, personne ne peut se préparer à la guerre. Chaque jour, chaque heure, on a de plus en plus d'informations par rapport à la destruction des objets architecturaux, de patrimoine, à cause des bombardements des centres-villes, etc. Aujourd'hui, encore un musée a été détruit dans la région de l'Est, à Otirka. On essaye maintenant de gérer différents processus avec la protection des collections sur site. À Lviv, par exemple, Angelina vient de vous parler. On cherche à gérer le soutien de nos partenaires internationaux. Il y a des difficultés avec les douanes et différents processus. Notre gouvernement cherche à mettre en place des fonds en coordination avec le ministère de la Culture, et cela nous permettrait de recevoir de l'aide. Au travers de la communauté de l'ICOM, on cherche à mettre en place des canaux de coopération, des initiatives privées à petite échelle entre les musées, par exemple, dans différents pays, des coopérations entre ces pays-là et l'Ukraine. J'aimerais vous remercier encore une fois et de dire que je vais fournir à la communauté ukraine et à ICOM France des détails et des façons de coopération pour recevoir des aides ou des coopérations entre professionnels de façon concrète. Dans quelques jours, j'espère que nous allons être plus prêts à la coopération avec nos partenaires internationaux pour pouvoir recevoir de l'aide. Je parle des matières d'emballage, par exemple. On a reçu plusieurs propositions et nous sommes très reconnaissants pour toutes ces propositions. On a juste un peu d'administration à gérer derrière.
parce que les institutions gouvernementales ont tous été relocalisées en Ukraine actuellement. C'est un peu plus compliqué, mais je vous remercie au fond du cœur de tout le soutien de la communauté ICOM. On rêve Merci, vous voir à Prague. On rêve vous voir à Prague. On l'espère que serait possible pour certains d'entre nous, peut-être. Merci beaucoup. J'aimerais passer la parole à Emmaël. Ah non, pardon, je vais laisser mon email et vous pouvez me contacter au travers de la page Facebook Ukraine, ICOM Ukraine. Nous pouvons rester en contact. Plusieurs de nos collègues sont maintenant dans l'armée, des scientifiques, des conservateurs et d'autres collègues. Eux n'ont plus la possibilité de répondre aux emails, mais certains d'entre nous restons dans les territoires plus ou moins sécurs, dans des zones plus ou moins sécurisées. Nous avons donc une équipe à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, et ces collègues vont nous aider à coordonner tout ce processus. Je vais vous tenir informés de ces personnes avec les contacts et les coordonnées. Merci encore et j'espère pouvoir travailler ensemble avec vous parce que c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'après tout cela, il va y avoir une toute nouvelle situation à gérer en Ukraine. Merci. Merci Katharina de votre message. Vous pouvez vraiment compter sur nous pour relayer toutes les demandes que vous allez nous faire. Vous avez bien compris que c'est ça l'esprit de ce soir. Bien sûr, j'espère qu'on se verra à Prague. Nous serons nombreux parmi les participants de ce soir à y venir. Nous attendons, mettez votre mail dans le chat. Vous savez qu'ICOM France va relayer toutes vos demandes et dès maintenant, vous allez voir que la communauté s'est mobilisée fortement, que nos musées, que nos institutions scientifiques et de formation, que nos institutions publiques se sont relayées. Je passe donc la parole, comme je lui ai annoncé tout à l'heure, à Éric de Chassey, Éric de Chassey qui est directeur de l'Institut d'histoire de l'art en France et qui a accepté d'être là ce soir. Je sais que son agenda est contraint, il y en a d'autres qui sont contraints. Éric de Chassey, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je sais que l'agenda de tout le monde est très contraint. Je vais être très bref. INHA a réagi, je dirais, très vite et de façon un petit peu désorganisée. Aussi, j'entends ce qu'a dit Angelina Zawitska sur ce sujet. Et donc, je pense qu'il y a intérêt, nous avons tous intérêt à nous coordonner mieux. De la façon dont il était possible, c'est-à-dire d'une part en relayant des possibilités de soutien pour les chercheuses et les chercheurs en histoire de l'art. Alors ça inclut, et ça inclut les conservatrices et les conservateurs de musées, mais aussi ceux qui travaillent dans les universités ou ailleurs. Des possibilités ce sont essentiellement des possibilités pour ceux qui seraient obligés de s'exiler pour trouver un lieu où pouvoir continuer à travailler, pour trouver un soutien financier. Ça va de l'ensemble des réseaux des instituts de recherche en histoire de l'art, principalement en Europe, le RIA, qui a créé une adresse spécifique pour les requêtes qui pourraient venir sur ce point-là, de la Bibliotheca Hertziana à Rome, du programme mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'appelle PAUSE et qui offre un soutien spécial d'aide en urgence aux chercheurs et aux chercheuses ukrainiens en danger, de la possibilité de soumissionner, alors ça passe par un processus qui est un peu long, ça c'est le processus officiel avec une ligne dédiée dont les appels chercheurs invités de l'INHA et par ailleurs, on indique sur notre page d'accueil sur notre site web l'adresse à laquelle il est possible d'écrire pour demander orientation, conseil et aide. Ça vaut aussi bien pour les chercheuses et les chercheurs ukrainiens que pour celles et ceux d'entre vous
qui aurait besoin de comprendre quels sont les systèmes les plus adaptés à la situation. Et je suis sûr que l'ICOM le fait de façon remarquable de son côté et n'a pas besoin de nous pour ça du tout. Deuxième action, et je pense que c'est une action commune là encore, elle est très claire dans le monde de la culture de toute façon, c'est la suspension des coopérations avec les institutions financées par l'État russe ou financées par des soutiens privés qui sont explicitement liés au pouvoir de Poutine. Je le dis parce que nous parlons là de l'Ukraine, mais évidemment, il y a des questions qui se posent pour des chercheuses et des chercheurs individuels en Russie et en Biélorussie qui s'opposent actuellement à l'invasion russe et qui ont un certain nombre de problèmes. Donc notre position est là de continuer à soutenir et à inviter les individus qui sont dans cette situation. Nous organisons, mais je le laisserai en parler plus, sur l'initiative de la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie, donc je laisserai plus la parole à Sylvain Amic sur ce sujet, un cycle de conférences, un forum culturel pour l'Ukraine, avec des conférences hebdomadaires à Rouen et à Paris, avec des reprises en ligne de captations qui seront soit faites à Rouen, soit faites à Paris, suivant les cas, autour de la culture et du patrimoine ukrainien, avec une invitation à tous les musées français à proposer, et francophones, à proposer des contenus. La première conférence sera par exemple prononcée par Yannick Durand, directeur du département des objets d'art du musée du Louvre, sur les premiers édifices chrétiens de Kiev, mais on a aussi des projets avec d'autres musées qui ne sont pas encore complètement finalisés sur la part ukrainienne de leur collection ou sur des choses de ce type-là. Donc, vos initiatives de ce point de vue-là ou vos propositions sont bienvenues. Encore une fois, les adresses sont sur la page de garde de l'INHA. Il y aura également une programmation dédiée au Festival de l'Histoire de l'Art 2022 avec 4 tables rondes consacrées au patrimoine et à l'histoire de l'art ukrainien. Donc le 4 et le 5 juin 2022 à Fontainebleau. On est en train de mettre en place la programmation. Il y a en salle Labrousse, bibliothèque de l'INHA, une présentation d'ouvrage, c'est une toute petite chose, mais c'est utile, une présentation d'ouvrage des fonds de la bibliothèque sur l'art et le patrimoine ukrainien. Et je voudrais seulement terminer en soulignant, parce que peut-être ce n'est pas une initiative connue de vous tous, le fait que des collègues états-uniens de l'université de Stanford et de Tufts University ont mis en place un consortium très rapidement qui s'appelle SUSHO, Saving Ukrainian Cultural Heritage Online, qui vise à archiver l'ensemble des données disponibles sur Internet qui concernent le patrimoine et l'histoire de l'art ukrainien. Not all of you will know about this initiative. American colleagues from the University of Stanford have established a consortium called TUSHO, Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. And the aim is to archive all available data online about Ukrainian heritage and art history. So firstly, websites in Ukraine in order to archive them and protect them in case they are destroyed by Russian cyber attacks. This also concerns anything that can be linked to collections. The link has just been shown in the chat. Things are happening. This is my very general presentation. I wish you a great meeting and discussion about Ukraine. We had a meeting recently with around 220 people who were very affected by this message of solidarity and the support that we would like to give to our Ukrainian colleagues and the entire Ukrainian population in your resistance. Thank you. Merci, Éric de Chasset, pour
Thank you very much, Eric de Chassé, for the very concrete, your conclusion of our admiration in the face of Ukrainian resistance is something we all support. I would now like to hand over to Charles Personnaz if you would like to talk about your action as director of the French Heritage Institute, INP. I know that you're going to talk about ALIPH, but there is somebody from ALIPH represented in the room, so perhaps you can share what you're going to say. I would like to say to everybody, and particularly our Ukrainian colleagues, that you can ask any questions you like in the chat or speak in response to anything that is said throughout the discussion. We have somebody speaking. I am now going to hand over. Please do turn off your microphone. Thank you. So Charles Personnaz, over to you. Thank you very much, Juliette. Firstly, thank you for this opportunity to show our Ukrainian friends our friendship and solidarity. As Eric de Chassé was saying, our admiration for your resistance as well of the Ukrainian people to this unexplainable aggression. We are committed to stand alongside you. Unfortunately, in recent months, INP has become aware of very disturbing events in the Caucasus and in the Middle East, in Armenia particularly. We have always reacted the same, by thinking that it is essential to make known the heritage of the concerned regions, in this case, Ukraine, as much as possible. Perhaps it is not well known in France or in Europe, and it is key to show it. What is shown is harder to damage in the context of shared information. The damage caused to heritage needs to be as damaging in terms of information as possible for the person causing that damage. As Eric de Chassé said, we need to show Ukrainian monuments and museums beyond the circuses and that are well known in the history of art. And if the INP can contribute to that, we will, by taking part in conferences that have been mentioned and also in events. We are available for our Ukrainian colleagues so that they can speak outside of the borders of Ukraine to all Europeans, especially in France for our institution. In terms of concrete action and aid to protect collections, we, in times of crisis and war recently, we have drawn on ALIPH. And I'm glad that there is a representative of ALIPH here. The roadmap for Ukraine has now been clarified and explained. This funding can allow us to act according to the needs expressed by our Ukrainian colleagues. Finally, I would like to add that INP trains curators with a large network of former students, of restorers and curators in the crises in the Middle East and Caucasus. Through financing, through ALIPH and other financing, we have been able to support the colleagues affected. We are also available to work with you to list needs and coordinate aid.
alongside European and French institutions who are determined to save Ukrainian heritage, which is the real identity of this nation for whom we have such admiration. Thank you very much, Charles Personnaz. We know your true commitment to colleagues in Ukraine. Please do make this declaration. As we have heard, please do ask any questions or get involved throughout this session. I would now like to hand over to ICOMOS France, Eric Palot, the president of ICOMOS France. Congratulations on being elected president, Eric Palot. I think you have some timing issues, so let's hear from you now. Good evening, everybody. Thank you very much for organizing this meeting. I would like to say that at our General Assembly this afternoon, ICOMOS France expresses compassion and admiration for the entire Ukrainian people. I would like to say that on behalf of the board. I'm going to be very brief and just say that we are available to help Ukrainians with heritage and monuments. I would like to come alongside Charles Personnaz, and I agree that we need to know more about monuments and other heritage in Ukraine to support you as much as possible. I would like to end by saying that the members of ICOMOS France have know-how and competence in architecture, urban planning, and they are on hand when needed to support the entire Ukrainian people. And I would like to welcome and also give a big shout out to our colleagues from ICOMOS Ukraine. Thank you very much, Eric. It is very important. The research institutes and museums should be working together to coordinate their actions. And I think that the message that you have given to the Ukrainians is that we need to listen. We are here to listen to you during our session today. We are lucky to have the interpreters. So I'm going to hand over to Piotr Ripson now, who is president of ICOM Poland. As I said earlier, Poland has already welcomed 1 million Ukrainian refugees, and we are going to be hearing from Poland now. So Piotr, I'm going to hand over to the representative of the Ministry of Culture after that. So Piotr, I'd like to hear from you. Thank you. Thank you very much, Juliette, and thank you for very much coming to take the floor here. I want to very briefly sum up what we are involved with, being the closest neighbor with the longest border with the Ukraine, and that is why we have that many refugees coming over, and of course we are in contact on many levels with our Ukrainian colleagues. So the assistance that is being mounted now is happening on 4 different levels. One level is a very intense, sometimes chaotic, popular movement of the population, which is assisting the refugees in many ways, and this is a kind of a direct, immediate help to especially women and children who are coming over with very little possessions and very often no place to stay. Surtout aux femmes qui viennent avec très peu de possessions et pas d'abri. Deuxièmement,
il y a une aide professionnelle dans le secteur muséal. Chez ICOM Pologne, on veut se focaliser sur 2 domaines. Premièrement, on veut envoyer des subventions aux professionnels et du milieu de l'histoire de l'art en Ukraine qui souhaiteraient passer du temps dans différentes institutions culturelles en Pologne. Deuxièmement, il y a un besoin immédiat de créer un espace pédagogique pour des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui sont arrivés en Pologne depuis l'Ukraine. Il y aura une demande de scolarité. Les musées partout dans le pays peuvent proposer des équipements et des installations pédagogiques et d'éducation pour pouvoir fournir une éducation, mais aussi un divertissement. Ces enfants sont traumatisés. Ils ont besoin d'un espace pour s'amuser. Dans les jours et les semaines à venir, et j'espère que ce ne sera pas les mois à venir, mais il faut s'y préparer quand même, on a besoin de financer les éducateurs, les professeurs qui parlent ukrainien, qui sont ukrainiens, pour fournir du travail rémunéré et une assistance aux enfants dans le besoin. La troisième chose est organisée par la coalition des musées polonais qui se sont organisés au travers d'un groupe croissant de directeurs de ces musées. Ils sont en collaboration avec le ministère de la Culture et les collègues en Ukraine pour aider de façon plus grande, plus concrète, les matières d'emballage, les palettes qui nécessitent une logistique, un transport, un financement, plus que ce que ICOM Pologne peut fournir toute seule. Et le 4e niveau, comme je suis informée du ministère de la Culture en Pologne, c'est un niveau ministériel. Le ministre est en contact avec ses collègues ukrainiens. L'idée est de pouvoir fournir des places sécures pour cacher le patrimoine en danger. Et ce sont les 4 domaines dans lesquels on s'organise pour aider nos voisins avec qui nous sommes très proches. Nous connaissons beaucoup par rapport au patrimoine culturel en Ukraine et aussi ce qui se passe dans les différentes villes de l'Ukraine. Dernièrement, j'aimerais dire ensemble avec nos amis des différents comités nationaux dans la région comme la Tchèque, ICOM Lituanie, ICOM Estonie, je ne peux pas tout lister. On a lancé un appel pour exclure ICOM Russie de faire partie de cette communauté ICOM pour le temps de guerre. Tant que la Russie fasse la guerre avec l'Ukraine, cela n'exclut pas les membres individuels, mais empêche à la Russie en tant que région pour avoir une voix dans la communauté internationale. Merci. Merci de tout votre message est extrêmement concret. Merci de nous inviter tout ce que vous faites pour accueillir vos collègues professionnels qui rejoignent votre pays et la Pologne. Vous parlez de nos amis professionnels de musées. Pour nous, bien sûr, la Russie est en guerre, mais nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. Je crois que c'est important que nous le disions aussi. Il y a des professionnels de musées en Russie qui ont besoin d'être aidés également, je crois. Je voulais le dire pour
nos collègues. Je voudrais maintenant passer la parole. Piotr, bien évidemment, vous pourrez reprendre la parole dans le débat si vous le voulez tout à l'heure. Et je crois que nous avons d'autres collègues peut-être pas de Pologne, mais d'Ukraine qui nous ont rejoints ce soir. Je vais passer maintenant la parole à Estelle Guil-Début, qui est d'abord membre du conseil du bureau de ICOM France, avec laquelle on travaille régulièrement et qui est représentante ce soir du service des musées de France. Merci Estelle d'avoir accepté de venir nous parler de l'action du ministère de la Culture et du service des musées de France. Merci beaucoup, Juliette. Donc, je voulais rappeler à quel point le ministère tient à saluer l'engagement de tous les professionnels des musées dans le monde en soutien à l'Ukraine et à nos collègues ukrainiens. Je prends la parole ce soir à la demande de la chef du service des musées de France, Anne-Solène Roland, qui est elle-même très mobilisée depuis le début du conflit et qui voulait passer quelques messages ce soir et aussi au nom du ministère. Donc, tout d'abord, bien sûr, on tient à s'exprimer au nom des professionnels des musées français pour manifester notre solidarité auprès du peuple ukrainien et aussi manifester notre volonté de protéger et défendre le patrimoine qui se trouve malheureusement aujourd'hui menacé. On n'oublie pas non plus qu'il y a un certain nombre de dissidents russes qui sont soutiens pour l'Ukraine et qu'il ne faut pas isoler et bien au contraire intégrer à notre mobilisation internationale. Comme le rappelait notre première intervenante, Sophie Delepierre, le ministère de la Culture considère effectivement qu'on s'inscrit malheureusement dans un temps long. Donc là, nous réagissons tous un petit peu à chaud, mais nous devons penser notre action dans la durée. Et de fait, les besoins d'organisation qui ont pu être exprimés ici et là sont tout à fait légitimes. Et je pense que nous allons trouver la voie tous ensemble. Je voulais aussi rappeler que le sujet est partagé tout particulièrement en ce moment par les ministres de la Culture européens. Vous savez sans doute les uns et les autres qu'il y a eu une réunion informelle qui s'est tenue à Angers hier et encore aujourd'hui. De ces échanges entre nos ministres de la Culture vont découler bien entendu des prises de décision qui vont être communiquées très prochainement. À l'échelle même du ministère de la Culture en France, je voulais rappeler qu'un fonds de soutien venait d'être dégagé, prévoyant donc à ce jour 1 million d'euros pour accompagner les institutions culturelles françaises qui s'organisent pour permettre aux artistes et aux professionnels de la culture de continuer à travailler. Je voulais aussi rappeler que nous avons un service international au ministère de la Culture que l'on peut mobiliser en conseil, soutien, accompagnement, en la personne notamment d'Aurélie Lachimi. Je pourrais glisser le nom, le contact dans le chat au demeurant tout à l'heure. Et un certain nombre de mes collègues au ministère sont en train aussi d'ajuster des programmations. Alors, il est probable qu'il soit là parmi nos participants. Je pense notamment à Bruno Favel, qui prépare ce colloque pour la fin mars sur le patrimoine et les risques auxquels nous sommes confrontés. Bien entendu, Bruno, avec les intervenants pressentis, aura une prise de parole sur le sujet ukrainien à ce moment-là. Je tiens à remercier l'accueil des professionnels qui est en train de se mettre en place ici et là. Nous avons entendu Éric Dechassé tout à l'heure, Charles Personnaz. Donc, tout ça fait partie du soutien à nos collègues pour leur permettre effectivement de résister, de continuer à travailler et à nous permettre aussi peut-être de mieux nous connaître et mieux nous découvrir finalement. Et puis, je tiens aussi à souligner la mobilisation qui émerge un peu partout en France. Tous les leviers possibles ont leur importance, bien sûr. Donc, tout à l'heure, Sylvain Amic va s'exprimer pour les musées de Rouen Métropole, qui sont par ailleurs soutenus par la DRAC Normandie,
l'INHA, on l'a dit, le Louvre, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, la Bibliothèque nationale de France, le MUSEM, l'École du Louvre, les associations aussi de professionnels qui se sont mobilisés en France. Donc, tout cet élan fait partie, en fait, de notre manière de résister. Et le ministère est bien sûr en soutien et très attentif à ces actions. Je n'oublie pas non plus nos collègues de la Direction générale de la création artistique. Il faut savoir que les FRAC, les centres d'art ont réagi à la fois par le soutien aux artistes ukrainiens, à leur création, mais aussi souvent par les pages d'accueil des sites web qui renvoient à différents dispositifs d'aide et d'accueil. Et puis, pour finir, je voulais aussi rappeler que très concrètement, on est peut-être dans le registre du symbole, mais je crois qu'en temps de guerre, cela a une importance toute particulière. Le MNHI, par exemple, prévoit à Paris de mettre en façade et en éclairage nocturne le drapeau de l'Ukraine. Donc voilà, tout ce qui peut être fait aura son importance et sera aussi, je pense, source d'inspiration partout sur le territoire national et bien sûr au-delà. Merci beaucoup. Merci Estelle, très, très précis et très précieux tes informations qui indiquent vraiment la force de l'engagement de la France au plus haut niveau et des collègues d'ICOM. Nous allons maintenant entrer dans une phase du débat où les professionnels de musées, on a plusieurs directeurs de grands musées, vont apporter leur témoignage précis sur ce qu'ils mettent en place pour aider leurs collègues. Je veux dire un mot à ce stade avant de passer la parole peut-être en premier à Sylvain Amic que je vois là, mais je veux dire un mot, c'est que ce soir nous avons voulu une réunion de professionnels de musées qui s'adressent aux professionnels de musées. Il nous semble, nous entendons toute la détresse et je vois les messages dans le chat, mais je voudrais dire que nous nous adressons à tous les professionnels de musées de toutes les régions du monde dès lors qu'ils agissent solidairement pour protéger leur patrimoine. Je tiens à le dire. Sylvain, je vous passe la parole. Merci Juliette et bonsoir à tous nos collègues et une pensée toute particulière à ceux qui nous parlent d'Ukraine. Comme tous les professionnels de musée, nous avons été saisis par l'actualité et comme je crois tout responsable de musée, nous avons regardé dans nos collections ce qui pouvait évoquer l'Ukraine et je peux vous dire que nous avons trouvé plusieurs œuvres d'Archipenko, de Isaac Pailes ou des œuvres d'art du métal qui seront exposées dès mercredi dans nos collections de façon permanente avec un texte appelant à soutenir l'Ukraine. Mais notre action, elle a été différente. Ce qui a été exprimé par plusieurs de mes prédécesseurs et mes prédécessrices, c'est le fait que nous connaissons pas bien, nous connaissons mal les arts d'Ukraine, le patrimoine ukrainien, d'une part, et que deuxième élément, nous devons nous installer pour durer. Et donc, pour notre proposition qui a reçu effectivement le soutien de très nombreuses institutions, proposition que nous avons construite avec l'INHA, mais qui a reçu le soutien des grands musées nationaux, des associations qui ont été citées par Estelle Guildebutte, des associations de conservateurs, des associations professionnelles et le soutien d'associations des amis de musées. Notre proposition est simple. Tous les mercredis, tenir une conférence qui dévoilera un des aspects de la culture, de l'art, des arts, du patrimoine ukrainien et tenir cette conférence jusqu'à la fin des hostilités. Voilà l'engagement que nous prenons avec le concours de tous ces partenaires. Chaque conférence sera tenue par un véritable professionnel qui a un parcours académique qualifié. Il s'agit vraiment de donner une information de qualité et précise. Chaque conférence sera tenue physiquement ici à Rouen et reprise à Paris, autant que faire se peut, à l'Institut national d'histoire de l'art. Et chaque conférence sera aussi filmée et mise en ligne. Notre objectif est donc de créer une sorte de répertoire, de bibliothèque accessible à tout le public francophone, donnant une visibilité à la culture et au patrimoine ukrainien.
Donc, nous envisageons tous les secteurs, toutes les disciplines. Nous commençons par une conférence de Yannick Durand sur les premiers édifices chrétiens de Kiev qui, bien sûr, sont menacés par les bombardements. Mais nous allons ensuite évoquer la question de la photographie, de l'art contemporain ukrainien, de la littérature et de l'ensemble vraiment de l'apport de l'Ukraine au patrimoine mondial de l'humanité et à notre bagage commun. Comme cela a été dit, ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas connu est plus facile à détruire. Et notre motivation, c'est vraiment de faire émerger dans les consciences, à côté des préoccupations bien sûr fondamentales des combats, de l'aide humanitaire, de tout ce qu'il faut apporter, il faut en même temps aussi faire exister les biens culturels dans les images, dans les mentalités du grand public. Et à travers ce cycle de conférences, c'est ce que nous proposons de faire. Donc, nous avons, à travers les partenaires que nous avons mobilisés, accès à un réseau de connaissances de façon à mobiliser des savants qui ont étudié ces aspects de l'art, de la culture et du patrimoine ukrainien et qui sont en capacité de le restituer. Donc, si vous souhaitez vous-même contribuer à ce projet, à ce programme de conférence en nous indiquant des ressources susceptibles de donner des conférences, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai évidemment les contacts dans le chat. Nous nous apercevons de la difficulté qu'il y a à identifier des personnes compétentes, des historiens de l'art qui connaissent ces sujets-là. Donc, merci de nous aider à faire cette cartographie et merci aussi à toutes les institutions nationales et associations qui, dans leurs propres membres, chez leurs propres collaborateurs, missionnent des collègues pour venir faire des conférences, pour étudier un aspect et venir faire des conférences ici à Rouen ou à l'Institut national d'histoire de l'art. Merci Sylvain, je peux vraiment témoigner que vous êtes parmi les premiers à vous être mobilisés, à vous être engagés, à avoir voulu promouvoir la culture ukrainienne et je crois que c'était important qu'on vous passe la parole. Je vais maintenant, et on ouvrira le débat un peu après, passer la parole au Centre Pompidou à Nicolas Liuchi-Goutnikov. Je suis désolée Nicolas, je devais vous passer la parole avant 18h30 et j'ai peut-être pas vu le temps passer. Est-ce que vous êtes bien encore avec nous? Je suis là. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous la parole. Désolée d'avoir. Je salue tous nos amis ukrainiens qui sont en ligne. Je leur exprime évidemment ma solidarité et mon admiration. Cela va sans dire. Le Centre Pompidou est en contact régulier avec des artistes ukrainiens et leurs familles, puisque nous avons fait entrer récemment une donation assez importante en quantité et bien sûr en qualité relative à l'art ukrainien contemporain. Et donc, nous essayons de les aider à les accueillir lorsqu'ils souhaitent venir à Paris et éventuellement à pouvoir conserver temporairement certaines des œuvres et des archives qu'ils pourraient pouvoir emmener avec eux. Donc, nous sommes en lien avec certains d'entre eux. Évidemment, je salue ici l'action du ministère de la Culture et je n'en manquerai pas de leur envoyer les différents contacts que nous avons actuellement. C'est évidemment pour nous extrêmement important de mener cette action. En lien également avec ce que disait Éric de Chassé, nous avions également nous-mêmes à Beaubourg un programme de recherche, notamment de conférences financées par des fonds philanthropiques russes. Nous avons également décidé d'interrompre ce programme dans l'immédiat, puisqu'il nous semble évidemment peu compatible avec la situation que de le continuer. Et puis, en termes de programmation, en revanche, en faveur de l'Ukraine, nous avons une série de rencontres, dont la première commence demain soir au Centre Pompidou, où nous donnerons la parole à des artistes ukrainiens, notamment certains qui sont à Kiev en ce moment, à des critiques d'art, à des journalistes qui pourront s'exprimer sur nos forums. Et puis, fait très important également, nous avons déjà commencé à montrer cette donation ukrainienne que j'ai mentionnée en début de communication. Nous avons ouvert aujourd'hui même, enfin ça ouvrira demain officiellement, une salle consacrée à l'école de Kharkiv. Et puis, nous espérons montrer cette donation dans son intégralité à partir du mois de juin, ce qui est également pour nous un geste tout à fait important pour témoigner de la solidarité très forte que nous avons en direction de l'Ukraine. Voilà, et nous sommes tout à fait disposés, évidemment, à collaborer avec Sylvain Annick et le musée de Rouen, avec l'INHA,
pour tout ce qui pourrait avoir trait à cette programmation relative, pour ce qui nous concerne, à l'art moderne et contemporain de l'Ukraine. Je salue encore une fois tous nos collègues sur place et bon courage à tous. Pardonnez-moi, je n'avais pas vu que mon son était coupé, donc je recommence ce que je viens de dire. Je remercie Nicolas de ce témoignage et surtout de nous indiquer à quel point le Centre Pompidou, on le sait bien, est réactif et capable de se mobiliser. C'est vraiment important que vous ayez pu venir ce soir avec nous. Est-ce que je peux passer la parole à Jean-François Chounier, Jean-François que je voyais tout à l'heure dans la salle mais qui est sûrement là, qui est le président du MUSEM à Marseille et qui, comme Sylvain, oui, bonjour Jean-François, je vous vois maintenant, qui comme vous êtes vraiment parmi les musées, les directeurs de musées qui s'est tellement rapidement mis en mouvement pour venir en aide à l'Ukraine. C'était important de vous écouter. Je vous passe la parole, Jean-François. Bien, nous avons programmé dès dimanche passé, 5 heures pour l'Ukraine. Donc, on recommencera bien sûr. On participera avec Sylvain au mercredi qui ont été rappelés précédemment. Le petit bilan qu'on peut tirer de ces 5 heures avec un public très nombreux, c'est qu'il y a, je crois, aussi dans le souhait du public de voir dans les musées qu'on leur réexplique des éléments fondamentaux, notamment par rapport à la propagande russe sur les questions d'identité, notamment linguistique et culturelle. Et donc, il faut, je pense, veiller dans nos nombreuses initiatives qui vont être prises à toujours avoir une part pédagogique, parce qu'en fait, cette question, on l'a fait avec une excellente universitaire d'Aix-Marseille Université qui a en 20 minutes réexpliqué disons, le révisionnisme historique. Et je crois que nos musées doivent prendre leur part dans cette explicitation qu'il faut sans arrêt remettre en perspective, parce que c'est une histoire dont on n'est en général pas familier et qui nécessite qu'elle soit réexpliquée avec de l'expertise et avec de la compétence. Et c'est le bilan que je tirerai un petit peu de cet après-midi où on a par ailleurs fait une place assez large au cinéma contemporain ukrainien avec un documentaire qui a été primé à Angers, que je vous recommande vivement, qui est sur le Donbass, une jeune réalisatrice ukrainienne, ainsi que des textes d'Andrei Kourkov, qui est le romancier que nous avions prévu d'inviter au MUSEM à la fin du mois de mai. Et j'espère qu'il pourra, si tout va bien, être présent à Marseille. Il était invité également par le Collège des traducteurs d'Arles. Je voudrais, sur un tout autre champ, faire état des questions sur les potentiels accueils de professionnels, les conditions juridiques, on n'en a pas encore parlé. Je me suis permis de faire aujourd'hui une recherche assez approfondie avec quelques coups de fil. Vous avez certainement vu que, à la différence de ce qu'on pouvait imaginer la semaine dernière, il y a eu un vote unanime, d'ailleurs, des 27 États de l'Union européenne, qui permet de considérer les réfugiés ukrainiens comme des réfugiés, disons, atypiques du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par les mécaniques très lourdes que nous avions d'ailleurs franchi non sans difficulté parfois sur les réfugiés afghans, pour prendre la dernière crise, ou les réfugiés birmans, puisqu'il y a eu des professionnels également de Birmanie qui s'étaient manifestés en France. Donc il y a une capacité de séjour quasiment déclarative pour les ressortissants ukrainiens. Alors j'attire votre attention sur le fait que c'est chaque préfecture qui s'en occupe, donc c'est très décentralisé, et que la circulaire n'est pas encore publié. Donc, ça veut dire que les préfectures sont un petit peu, et le ministère de la Culture, je pense, devra certainement reprendre la tâche du ministère de l'Intérieur sur ces questions, parce qu'il y a un certain flou, évidemment, au niveau des différents services préfectoraux. Et j'indique également qu'il semblerait qu'un préfet coordinateur sera nommé sur l'accueil des réfugiés ukrainiens,
qui devrait être, si mes informations sont bonnes, Joseph Zimet, qui était la personne qui, comme vous vous en souvenez, avait coordonné, avant d'être appelé à d'autres fonctions à l'Élysée, le centenaire de 1918, donc qui est un historien. Donc, a priori, ce serait lui. Et je pense qu'il serait intéressant, Juliette, qu'avec les différentes associations, il y ait un contact des associés, des ONG travaillant dans le champ du patrimoine avec le préfet coordinateur, parce qu'il y aura certainement des professionnels de musée qui arriveront par la mécanique, j'allais dire, classique dans ces périodes aussi troublées des réfugiés, et que nous n'identifierions pas nécessairement comme tels. Ça vaut également des artistes contemporains que nous n'identifierons pas forcément comme tels spontanément. Donc je pense qu'il y a à la fois une coordination entre nous, mais également une coordination à mettre en œuvre une fois que les textes seront publiés. Ils devraient l'être dans les prochaines heures, avec cette coordination ministère de l'Intérieur, du préfet coordinateur sur les réfugiés ukrainiens. Voilà ce que je voulais apporter au débat de ce soir. Oui, merci vraiment Jean-François. D'abord, c'est très important que vous disiez ce que vous faites au MUCEM, et puis cette ouverture de notre coordination, vous avez raison de le souligner. Ce soir, comme ça, très spontanément, on voit comment les musées, les associations de professionnels de musées, les ONG qui s'occupent du patrimoine arrivent vite à se coordonner, mais il y a un moment, effectivement, si on veut que concrètement, on soit en mesure de réussir cet accueil que nous souhaitons de nos voeux, il faut qu'on se mette en relation. D'ailleurs, je vois qu'on a une correspondante qui nous donne des informations sur les circulaires du ministère de l'Intérieur sur la situation en Ukraine et l'accueil des Ukrainiens en France. Merci à Judith Kagan qui met ça dans le chat. Voilà, toutes choses qui sont vraiment concrètes, et j'espère que pour nos collègues d'Ukraine, c'est utile et c'est précieux d'entendre à la fois cet engagement de nos professionnels, mais aussi très concrètement tout ce qu'on est en train de faire. Je finis peut-être ce tour, ce troisième tour, on va dire, des actions des musées, en passant la parole à Sophie Bichler au titre d'Universcience ce soir, et puis ensuite je demanderai à Bouclier Bleu France et à la Fédération française des conservateurs restaurateurs, donc aux associations de professionnels de musées, de prendre la parole. Et bien sûr, à chaque fois, vous pouvez poser des questions dans le chat. Olivier Bonfait, qui est comité d'histoire français d'histoire de l'art, prendra la parole s'il en est toujours d'accord après ces trois dernières interventions. Je passe maintenant la parole à Sophie que je vois à l'écran. Sophie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Juliette, et merci à tous pour le partage de ces initiatives. C'est vrai que nous sommes tous volontaires, et puis en soutien des collègues ukrainiens qu'on a entendus ce soir et qui forcent notre admiration. Universcience s'est engagé pour soutenir la population ukrainienne, et depuis hier a mis en ligne la possibilité, en fait, pour les visiteurs qui, lors de l'achat de leur billet, souhaitent faire un don complémentaire de 2 €. Cette collecte sera reversée à la Croix-Rouge française au profit de son action conflit Ukraine. Et puis Universcience s'était également engagé à verser l'équivalent des 5000 premiers dons au profit du programme PAUSE. C'est le programme d'accueil des scientifiques en exil, qui est un programme porté par le Collège de France et qui vient en secours aux scientifiques et aux artistes en exil. Donc, on a mis en place depuis hier cet appel à dons. On s'était mobilisé au sein du réseau Excite, qui regroupe au niveau européen les centres de sciences et les musées de sciences. On
on avait, comme France le fait, essayer de partager les initiatives. On peut relever que nos collègues polonais, mais pas seulement, évidemment, ce sont ceux qui sont peut-être en première ligne et qui ont accueilli d'une part beaucoup de réfugiés, nous ont-ils dit, mais ont aussi accueilli dans leurs équipes, en embauchant des Ukrainiens et des Ukrainiennes d'ailleurs aussi, pour délivrer des programmes auprès des enfants. C'est donc que des premiers centres de sciences ont commencé à le faire, et donc on continue à partager ces initiatives puisque comme beaucoup l'ont dit, les choses risquent de durer encore pour quelques temps. Donc, c'est vraiment cette aide sur le court terme et dans le moyen terme qu'on essaye de mettre en perspective aussi au niveau des centres de sciences. Merci Sophie, on sait comme l'univers sciences est capable de se mobiliser, représente une force importante, c'est des démarches qui sont vraiment importantes et efficaces. Merci d'en témoigner. Je vais passer maintenant la parole à Françoise Collange de Bouclier Bleu France, puis ensuite à Éléonore Kissel de la Fédération française des conservateurs restaurateurs. On est sur des associations très importantes pour protéger le patrimoine. Est-ce que vous pouvez dire quelles sont les actions que vous êtes en train de mener? D'abord, peut-être vous, Françoise, et ensuite Éléonore. Oui, bonsoir. Donc, le Bouclier Bleu français intervient de manière essentiellement en soutien des actions du Bouclier Bleu international, du Blue Shield International. C'est absolument remarquable de voir la mobilisation et le nombre, la masse d'actions qui ont déjà été citées dans cette réunion, et c'est vraiment un effort que nous souhaitions saluer. D'abord parce que effectivement l'information et la communication sur le patrimoine ukrainien en général est effectivement un moyen essentiel de protection. Il n'y a pas de comité Blue Shield Ukraine. Notre collègue qui était présente, qui est peut-être encore là tout à l'heure, est le relais qui, en Ukraine, était en train de mettre en place un comité Blue Shield. Et donc, l'organisation du Blue Shield au niveau international s'assoit sur les comités dont quand ils existent, et dans la mesure où ils sont assez solides aussi pour pouvoir contribuer solidement à ces actions. À ce titre-là, donc, nous laissons l'initiative à notre comité international et nous appuyons toute la partie de rappel législatif qu'il fait. Le conflit en Ukraine est un conflit qui, à la différence de certains autres, notamment certains conflits du Moyen-Orient ou en Afrique, est mené par un État signataire des conventions de l'Haye, et qui donc, à ce titre, se doit de respecter ce qu'il a signé. Et nous pouvons espérer que la pression internationale et le fait qu'il soit signataire de ces protocoles de l'Haye contribuent à limiter un peu les dégâts ou à assurer la protection des sites. Évidemment, on ne peut pas se limiter à cette pression internationale et au constat de la situation telle qu'elle évolue, mais je voulais essentiellement rappeler que dans ces situations de conflit qui sont extraordinairement complexes, la situation est en évolution constante. On a plusieurs intervenants ont rappelé le fait qu'il fallait se placer sur une logique de long terme, oui. Une logique aussi d'évolution de la situation et de scénarios qui se complexifient. Pour l'instant, donc, on est dans un conflit qui se veut conventionnel, avec donc des armes qui sont, des utilisations de certains types d'armes qui sont effectivement listées et qui sont censées assurer un minimum de protection et des personnes civiles et des biens. Mais les inquiétudes sont réelles. On voit qu'il y a eu plusieurs poursuites déjà engagées auprès de certains tribunaux à l'international en raison de retours plus inquiétants sur les armes employées et les cibles visées. Donc, l'expertise du Blue Shield International sur ces questions spécifiques de conflits et de patrimoine impacté, je pense, est vraiment aussi importante à valoriser.
et dire aussi que sur le terrain, au fil de la manière dont la situation va évoluer, c'est la manière dont les armées intervenantes sont elles-mêmes sensibilisées et conscientes des enjeux patrimoniaux qui va faire la différence sur ce que nous, en tant que professionnels, en deuxième rideau, nous pourrons éventuellement offrir comme aide et proposer comme soutien sur le terrain. Et c'est effectivement sur cette partie concrète et sur le terrain qu'il faut être conscient que voilà, les modalités d'intervention peuvent prendre beaucoup de temps, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, en attendant, il ne faille rien faire, et toutes les initiatives sur la promotion de la culture ukrainienne sont essentielles. Toutes les initiatives concernant les sauvegardes d'inventaire d'urgence, d'inventaire numérique et d'exportation de données vers des bases hors du pays et qui permettront peut-être un jour de mener les poursuites judiciaires nécessaires parce qu'on pourra prouver que les destructions ont eu lieu. C'est aussi un axe qui est vraiment très important. Ma collègue tout à l'heure a cité une organisation américaine qui a monté un système de ce type. Il y a d'autres organisations qui ont proposé déjà de l'archivage aussi en ligne de documents, d'œuvres d'art, de documentation historique. Donc nous, au titre du privé national, nous avons ouvert très rapidement plusieurs lignes de communication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, de manière à communiquer sur toutes ces initiatives. Et nous avons créé une page Facebook spécifique sur la situation en Ukraine, de manière à ce que cette information-là circule. Avec conscience du risque corollaire, qui est qu'on identifie aussi les endroits où ces données seront stockées et protégées. Et nous savons que la guerre numérique est une réalité de nos jours et que donc autant il est effectivement très important de garder la confidentialité des lieux où sont stockées les œuvres évacuées en urgence, autant il faut aussi se préoccuper de cette sécurité des données numériques si on veut un jour pouvoir avoir les preuves de ce qui a été distrait ou détruit. Donc ça, c'était deux axes que je trouvais important de rappeler, de même que l'importance énorme qui a déjà été citée de la coordination. Et on voit à l'heure actuelle, au niveau international, beaucoup d'initiatives et l'importance de structurer ces initiatives et peut-être de négocier davantage qui se focalise plus sur le financement ou plus sur les conservations de données numériques ou plus sur l'organisation d'envoi de matériel ou de rassemblement de matériel ou sur l'accueil des personnes. Ce sont tous des points importants qui sont essentiels à rappeler. Et en corollaire de cette coopération qui doit se mettre en place au moment où l'événement arrive, c'est-à-dire maintenant, puisqu'on ne peut pas aller sur le terrain, mais on peut au moins s'organiser. En corollaire, effectivement, c'est mettre en place les moyens d'évaluer la situation et de bien lister les sites impactés et ce qu'on voudra contrôler par la suite, puisque toute opération de sauvetage en deuxième rideau ne sera possible que dans la mesure où on sait ce qui a été réellement impacté. Donc, c'était un peu, je voulais dire ces quelques mots sur ces points un peu essentiels. Nous restons donc en alerte et au moins sur le plan de la communication, nous essayons de soutenir tous ces efforts et nous nous plaçons en appui de toute initiative visant à relayer au niveau national une alerte, éventuellement un encouragement à des affichages politiques clairs du côté du gouvernement français. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'engagement est net et marqué. Mais nous souhaitons marquer auprès de nos collègues, que ce soit d'ICOMOS, d'ICOM France, etc., que toute démarche collective sera... Mais merci beaucoup François, c'était très important à nos yeux que Bouclier Bleu soit présent ce soir. Je passe la parole à Éléonore Kissel. Éléonore donc, qui travaille au musée du Quai Branly et qui intervient ce soir au titre de la Fédération française des conservateurs restaurateurs. J'ai encore deux demandes de prise de parole après Éléonore. Merci Éléonore de nous dire concrètement, c'est très concret, ce que vous faites. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Oui, d'accord.
Alors, Éléonore Kissel, j'interviens ce soir en effet au nom de la FFCR, la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration. Et ce sont des professionnels qui sont, en termes de compétences, particulièrement bien outillés pour réaliser la documentation des dommages, évaluer la situation, comme l'évoquait à l'instant ma consoeur Françoise Collange, mettre en œuvre des interventions de sauvetage et de stabilisation des collections. Ça fait partie de notre métier et dans certains cas de notre formation. Effectuer ou contribuer au suivi de l'état matériel des collections. Et puis, de mener tout ça en étant en permanence soucieux de la santé mentale et physique des intervenants sur le terrain, puisque une intervention en cas de sinistre est difficile et une intervention en cas de conflit armé est au-delà du difficile. L'histoire a montré qu'en cas de sinistre, les conservateurs-restaurateurs sont souvent amenés à prendre en charge les collections. Et c'est une prise en charge matérielle, évidemment, mais plus elle s'effectue dans des conditions qui sont difficiles pour les bassins de population qui sont impactés, que ce soit à l'échelle d'une inondation régionale, par exemple, ou à l'échelle d'un incendie plus localisé. Mais quand on est déjà intervenu dans ce genre de situation, on sait à quel point la technique ne fait pas tout, puisqu'on est dans une situation où les personnes avec lesquelles vous allez intervenir sont souvent elles-mêmes en état de choc, et c'est encore plus vrai dans le cas des conflits armés. Donc la FFCR prend position avec beaucoup d'humilité, dans le sens où évidemment on répondra présent, que ce soit pour de l'envoi de matériel, de documentation, ou des échanges d'informations, ou des séjours in situ. Mais comme le rappelait Madame Zabitivska en début, on ne peut que répondre à la demande des professionnels des musées et du patrimoine ukrainien. Et donc, de notre propre initiative, on sera non pas en retrait, on sera attentif à toutes les demandes qui seront effectuées, mais on ne peut pas intervenir comme ça de manière invasive, si vous pardonnez ce terme, dans la situation présente. Alors très concrètement, la FFCR a mis en place il y a plusieurs mois déjà une liste de professionnels de la conservation-restauration qui sont volontaires pour intervenir en cas de catastrophe. Et cette liste indique si les personnes sont volontaires pour intervenir en France, localement, dans leur région, ou s'ils sont disponibles pour d'éventuelles missions à l'étranger. C'est une liste qui est mise régulièrement à jour et qui est disponible sur demande auprès du secrétariat de la FFCR. Donc, lorsque la coordination nationale et internationale se sera mise en place, c'est une ressource possible, à la fois une ressource d'information et ensuite une ressource physique, car encore une fois, de nombreuses personnes, de nombreux professionnels de la conservation-restauration qui se sont inscrits sur cette liste ont indiqué qu'ils étaient disponibles pour des missions à l'étranger. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question si vous en avez besoin. Je vais peut-être mettre dans le chat le lien vers la page de la FFCR qui renvoie à cette liste. Oui. Oui, voilà, c'est vraiment très, très important. Je ne crois pas que vous ayez la réputation d'être intrusif à la FFCR. Et Éléonore, mais c'est tout à votre honneur de présenter votre intervention ainsi. C'est bien l'état d'esprit dans lequel nous sommes, d'abord d'écouter quels sont les besoins et d'essayer de répondre à ces demandes. J'ai 2 demandes d'intervention encore. Peut-être je vais passer d'abord la parole au capitaine Lebert, qui est délégué au patrimoine de l'armée de terre. Je crois que c'est important. Vous m'avez demandé à pouvoir intervenir. Je crois que c'est important de vous passer la parole. Ensuite, je la passerai à Olivier Bonfait. Et je demande à ceux qui veulent intervenir de se faire connaître dans le chat ou en levant la main, comme on le fait traditionnellement. Et je voudrais surtout laisser un petit temps à nos invités ukrainiens pour éventuellement réagir à tout ce qu'elles ont entendu ce soir. Capitaine Lebert, je vous passe la parole.
Bonsoir, merci beaucoup. Alors, je tiens à rectifier, je ne suis pas le délégué au patrimoine, mais je suis officier à la délégation au patrimoine de l'Herbe et de Terre. Je souhaitais vous indiquer une initiative qui est actuellement en train de se coordonner au niveau militaire, qui est la première depuis longtemps. Elle vise à travers aujourd'hui presque une dizaine d'unités militaires spécialisées en protection du patrimoine en zone de conflit armé. Je pense alors aux actions françaises, mais aussi à nos camarades anglais de la CPPU, aux camarades américains des New Monuments Men, avec lesquels nous nous coordonnons avec l'appui de la Smithsonian Institution pour suivre toutes les 24 heures les différentes destructions qui puissent être reportées en croisant 3 sources d'informations. D'une part, les informations géospatiales à travers des captures satellites de destruction potentielle. On croise avec des sources ouvertes, également des rapports de renseignements militaires qui nous permettent d'avoir un suivi, une surveillance des différentes destructions. Et aujourd'hui, on recense environ 27 000 sites culturels confondus en Ukraine, seraient reportés en cours de vérification plus de 200 atteintes aux biens culturels. Donc, aujourd'hui, il y a une coordination militaire sur ce sujet qui est en train de se faire, forcément en dialogue constant avec aussi le Blue Shield international et l'UNESCO. Merci. Bien, c'était important que vous puissiez le dire, capitaine. Merci de votre intervention. Olivier Bonfait, vous êtes président du Comité français de l'histoire de l'art. Judith Kagan, qui intervient un peu dans le chat, on est secrétaire général. Vous vouliez témoigner, Olivier, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Juliette. Je voulais juste vous féliciter pour cette initiative, remercier toutes les personnes qui sont déjà intervenues et dire que le rôle du Comité français d'histoire de l'art, qui regroupe à la fois des conservateurs, des professionnels du patrimoine, des enseignants-chercheurs, des docteurs, ne pouvait malheureusement pas soutenir directement, mais plutôt essayer de relayer toutes les actions qui ont été faites, aussi bien par son site que par le compte Twitter, et puis aussi venir, je crois, sensibiliser à plus long terme toute la perte du patrimoine qui est en train d'être faite en Ukraine, et de faire prendre conscience de l'importance de ce patrimoine, avec en effet une histoire qui est quand même une histoire partagée avec la Russie. J'ai essayé de trouver des informations, il y a beaucoup d'informations qui sont en russe, et je crois que ce qu'a dit Jean-François Chunier, pour ça, est très important. Je crois qu'il faut qu'on explique combien il y a à la fois, comme ça a été le cas pour l'Alsace, pour beaucoup d'autres régions d'Europe, une histoire qui est partagée, mais qui n'empêche pas des cultures nationales. Et je tenais aussi à dire que notre effort, je pense, va porter à la fois des relais. On peut essayer aussi de lancer des demandes d'argent, des subventions auprès de nos membres, et puis aussi d'essayer de sensibiliser donc un plus large public, notamment par les pages Wikipédia qui sont peut-être un tout petit peu légères pour l'instant, même s'il y a plus de pages françaises qu'anglaises, justement. Mais là, je crois que c'est un moyen justement de faire durer l'action pour l'Ukraine. Voilà. Merci, c'était important votre témoignage, Olivier. La représentante d'Alif voudrait dire un mot complémentaire sur Alif, et ensuite je passerai la parole, si elle le souhaite, à nos collègues ukrainiennes pour qu'elles nous disent ce qu'elles ont retenu de cette soirée. Donc, je passe la parole à Alif, à la représentante d'Alif. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Simplement pour compléter sur ce qui a déjà été dit, en fait, Alif a déjà lancé des actions de financement direct aux demandes de collègues ukrainiens. Donc, on le voit très bien par les dossiers qui sont remontés jusqu'à Alif et qui ont pu être traités extrêmement rapidement, puisque les fonds sont déjà partis sur des demandes qui datent d'il y a à peine quelques jours. Que les principaux besoins pour l'instant sont surtout dans la mise à l'abri des collections, donc tout ce qui est matériel d'inventaire, matériel de stockage, préparation et sécurisation de locaux. Donc voilà, la préoccupation de terrain concrète qui est remontée parce que aussi le type de dossiers qui peuvent être financés, c'était celle-là. Et on voit aussi le soutien, puisqu'on avait un représentant polonais tout à l'heure, le soutien important de la Pologne qui permet de se procurer tout simplement ces matériels. Donc Alif les finances et après il se posent les questions parfois d'acheminement. Voilà pour un exemple de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain et des réactions qui peuvent y être apportées.
Merci beaucoup, merci. Luis Raposo, ICOM Europe doit partir. Je voulais passer le dernier mot, bien évidemment, à nos collègues ukrainiennes, non sans leur dire qu'il y a dans cette salle des représentants d'ICOM Europe, Luis Raposo, d'ICOM Autriche, Elke, qui voulait peut-être prendre la parole, d'ICOM Espagne, d'ICOM Tunisie avec Chedlia, d'ICOM Belgique, de nombreux représentants ou présidents d'ICOM sont présents dans cette salle, sont là pour vous, chers collègues d'Ukraine. Louise, veux-tu dire un mot avant de partir ou est-ce que tu es vraiment trop pressée? C'est avec toi qu'on a lancé le premier communiqué commun. Oui, un tout petit mot seulement pour dire que pour vous féliciter avant tout et comme France et pour dire que bien sûr notre région, l'Alliance régionale européenne des COM, est tout à fait disponible, mobilisée pour tous les appuis possibles à nos collègues d'Ukraine. D'ailleurs, Catherine a été jusqu'à Kyoto dans notre bureau directif des COM Europe et je la salue vivement. Et nous sommes là pour tout ce qu'il soit possible de faire. C'est bien notre état d'esprit, bien sûr. Elke, voulez-vous dire un mot? Je me tourne vers nos homologues dans les différents pays d'Europe. Si Elke veut dire un petit mot, j'ai vu que vous étiez intervenu dans le chat. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour signaler votre présence du début jusqu'à la fin de cette séance. Je vois que Maria Monge du Portugal intervient aussi. Si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. Sinon, je m'adresserai à nos amies ukrainiennes. On est arrivé à 19h, vous êtes tous peut-être fatigués. Est-ce que, alors, je m'adresse à Angelina et à Katarina, vous êtes restés toute la soirée, vous avez entendu toutes ces actions extrêmement concrètes qui sont menées pour vous venir solidairement en aide autant que nous pouvons le faire. Nous savons bien sûr que c'est à vous de nous dire de quoi vous avez besoin, mais maintenant vous savez ce que l'on peut vous proposer, ce que l'on peut faire, et il y a beaucoup d'autres initiatives que nous n'avons pas invitées ce soir parce qu'on ne les connaît peut-être pas. C'était peut-être une raison. Est-ce que Angelina, est-ce que vous avez envie de dire un mot? Est-ce que Katarina, vous avez envie de dire un mot avant que nous nous séparions ce soir? Il semblerait qu'elles sont plus là. I would like, dear colleagues, Chers collègues, j'aimerais vous remercier. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Je suis vraiment remplie émotionnellement. Je souhaiterais vous remercier pour toutes vos initiatives. J'ai sauvegardé le chat, tous les contacts, tous les détails qui ont été partagés dans cette réunion ce soir. Je voudrais tout simplement dire que je rêve qu'un jour, l'Ukraine se fortifiera au point de pouvoir aider les autres pays, tout comme les pays cherchent à aider l'Ukraine actuellement. Merci beaucoup et je souhaite que nous serons plus forts ensemble après toutes ces leçons pour notre histoire et pour notre pays. Merci beaucoup. On va rester en contact. Merci. Et je souhaiterais aussi dire merci à la communauté internationale des spécialistes muséales. Nous sommes contents de nous avoir soutenus. On n'est pas seul. On sent ce soutien qui est large, qui est sincère et on espère pouvoir gagner grâce à nos amis qui nous sommes chers, qui sont partout dans le monde. Merci beaucoup. Angelina, je crois que vos mots nous vont droit au cœur. Vous avez compris à quel point nous sommes à vos côtés, à quel point nous sommes solidaires, à quel point la communauté des musées s'est mobilisée dans un élan de coopération remarquable. On est là parce qu'on veut vous aider.
et parce qu'on a confiance aussi en vous et qu'on est admiratif de la résistance et de la force dont vous faites preuve dans ce drame. Nous n'avons qu'une envie, c'est de nous retrouver et de vous rencontrer. Et votre collègue Katharina disait, j'espère qu'on se retrouvera à Prague. Pour ceux qui ne le savent pas, Prague, c'est la conférence générale de l'ICOM qui aura lieu au mois d'août et nous serons nombreux à y être, et comme nous avons envie de vous y retrouver tous. Sachez en tout cas que dans le chat, regardez, il ne cesse de se glisser des informations complémentaires de collègues qui n'ont pas pu parler ce soir et qui ont envie de vous dire tout ce qu'ils font et tout ce qui est encore possible de faire. Nous restons en contact, Angelina, nous restons tous en contact. Nous allons écouter vos demandes, nous allons recueillir tout ce que nous pouvons recueillir comme offre pour vous aider et vous les transmettre. Et si vous le souhaitez, dans quelques jours, dans une semaine, si c'est nécessaire, on peut refaire un débat comme ça. C'est vraiment, ça vient très spontanément. C'est à la fois l'expérience de cet autre drame qu'a été la crise sanitaire qui nous a appris à nous servir de ces instruments de communication qu'on connaissait, qu'on n'avait jamais vu il y a 2 ans, mais qui nous permettent de nous relier d'une manière quand même très, très spontanée et très facile. Revenez vers nous, dites-nous de quoi vous avez besoin. Et encore une fois, je parle au nom de mes collègues des musées et de mes collègues d'ICOM qui sont partout. J'ai oublié de citer tout à l'heure ICOM Espagne. Je suis sûre que j'en ai oublié beaucoup, mais je crois que vous sentez la solidarité à vos côtés. Je voulais vous le dire. Je crois que c'est un peu le mot de la fin, sauf si quelqu'un veut encore intervenir. Il me reste, si ce n'est pas le cas, à remercier dans l'équipe d'ICOM France Anne-Claude Maurice et Audrey Doyen qui sont au travail depuis 2 jours pour organiser cette session. On va essayer de mettre tout ça sur YouTube le plus vite possible. On a eu quelques problèmes techniques, vous ne les avez pas vus, mais ils étaient là. En tout cas, on a tout le chat, on le tient à votre disposition. Merci aux interprètes qui ont accepté de décaler leur horaire et surtout à tous les intervenants qui étaient là ce soir et à très vite, à très bientôt. Merci d'avoir été là, merci de vos témoignages. Courage à vous, nos chers collègues d'Ukraine.